vision commune du système de santé. Hélène, tout à l'heure, Gérard Raymond a insisté sur la propriété de la donnée de santé. Alors j'ai tiqué un petit peu en disant que pour moi la donnée de santé n'était pas patrimonialement attribuable. Est-ce que je dis une bêtise? Alors, pas du tout. Enfin, en tout cas, le j'ai le beau reste de droit alors. Tout à fait. Le législateur, pour l'instant, ne reconnaît pas de droit de propriété sur les données. On pourrait parler de non-patrimonialité, comme sur les produits, les éléments du corps humain. Voilà. C'est hors commerce. Ceci dit, ça pourrait tout à fait changer. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est comme ça, mais le législateur pourrait décider qu'il y a un droit de propriété sur les données. Alors, il dit quoi, le législateur? Parce que, je le rappelais tout à l'heure, la France a toujours été très en avance sur la donnée de santé, même si vous avez rappelé que la définition date le règlement européen RGPD, la loi informatique et liberté de 1978 insistait bien sur le caractère sensible de certaines données, dont les données de santé, et c'est la France, cocorico, qui a, quelque part, influencé toute l'Europe, pour ne pas dire le monde finalement, parce que même les Américains nous envient notre RGPD. Presque bientôt l'univers finalement. Hein. Non, mais plus sérieusement, est-ce que la France, de ce point de vue-là, a une vision bien tranchée sur la patrimonialité ou non de la donnée? Et de ce point de vue-là, est-ce qu'elle serait à même d'influencer nos petits camarades, puisqu'on est à la veille des élections européennes? Je ne pense pas qu'on puisse dire à l'heure actuelle qu'il y a une vision bien tranchée, notamment parce que dans le cadre des débats sur le projet de loi de santé actuel, ça a été évoqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la CNIL ne pousse pas dans ce sens-là, puisque en fait, reconnaître un droit de propriété sur les données, ça ouvre la porte à tous ces aspects de cession. Voilà, ça veut dire que les données pourraient être dans le commerce. Autant pour certaines données, ça n'est pas problématique. Pour les données de santé, on sent bien tout de suite qu'il y a il y a un vrai sujet. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la donnée de santé à l'heure actuelle, par principe, il est interdit de la traiter. C'est-à-dire que dans la loi, dans le RGPD, on nous dit qu'il est interdit de traiter les données de santé, comme d'autres données, l'appartenance politique, religieuse, etc. Toutes ces données sensibles. Tout à fait, des données sensibles. Et donc, c'est le législateur lui-même, européen ou national, qui ouvre en fait des dérogations à cette interdiction, et notamment, en toute logique, dans le cadre de la prise en charge d'un patient. Les professionnels de santé peuvent traiter des données de santé. C'est une logique absolue, mais il faut bien avoir à l'esprit que c'est une dérogation. Et je pense que ce que disait M. Raymond tout à l'heure est absolument essentiel. Vous avez dit un mot, moi, à mon sens, qui est vraiment la clé, c'est la transparence. La transparence qui va avec un principe qu'on retrouve dans la loi, dans le règlement, c'est le principe de loyauté. C'est-à-dire que pour pouvoir traiter les données de santé, la base absolue, c'est d'informer les patients. Qu'ils sachent à quoi la donnée va servir, qu'il puisse donner son consentement. Il y a des cas dans lesquels le législateur exige un consentement express, écrit, c'est-à-dire qu'il faut un acte positif du patient pour pouvoir traiter ces données. C'est notamment le cas, par exemple, dans le traitement des données génétiques. Quand on fait un examen des caractéristiques génétiques, il faut un consentement express, écrit. Voilà. Alors prenons deux cas concrets. Puisque, encore une fois, Alain Delgut est ici, je mentionne l'ordre des pharmaciens. Le dossier pharmaceutique, je vais dans mon officine, il est déjà ouvert, je vous rassure, mais je vais dans mon officine, je n'ai pas de dossier pharmaceutique, le pharmacien doit me demander, doit recueillir mon consentement express pour que j'ouvre mon dossier, et après, à chaque donnée que j'accepterai de faire figurer, il doit me le demander également. Si je veux, par exemple, que ma boîte de Doliprane ne figure pas, parce qu'il considère que je bois trop tous les week-ends, ou s'il considère que mon traitement anticidéen ne doit pas figurer, j'ai le droit de dire non. Mais donc il va me poser la question à chaque fois. Alors, concrètement, il ne doit pas recueillir votre consentement de manière systématique à chaque fois. En revanche, ce qui est absolument essentiel, c'est que le patient soit informé et consente au moment de l'ouverture du dossier. Et ça, c'est absolument central. C'est-à-dire que normalement, le pharmacien propose d'ouvrir un dossier pharmaceutique. D'ailleurs, au bout d'un certain nombre de refus, il n'est plus censé proposer l'ouverture d'un dossier. Quelqu'un qui dit 3, 4, 5 fois « non, je ne veux pas de dossier pharmaceutique », au bout d'un moment, il faut cesser de le solliciter. Ensuite, le consentement express doit être recueilli, c'est-à-dire qu'il faut que le patient dise « oui ». Je veux bien qu'on ouvre un dossier pharmaceutique. Il ne suffit pas de donner sa carte vitale, par exemple, pour considérer qu'on a consenti à l'ouverture d'un dossier pharmaceutique. Ça, c'est absolument central. Et théoriquement, ce qui est prévu, c'est l'impression d'une attestation, d'ailleurs, d'un document qui doit être remis au patient pour lui indiquer qu'un dossier pharmaceutique a été ouvert.
Après, pour l'alimenter, on n'a consentement pas est besoin de présumé avoir été demander un donné. consentement à chaque fois. Ok. En revanche, juste pour souligner ce que vous disiez tout à l'heure, parce que vous parliez du dossier pharmaceutique, vous me disiez, mais est-ce que le fait d'avoir acheté du Doliprane, c'est une donnée de santé? Bon, c'est vrai que le Doliprane, ça peut paraître être un produit un peu anodin. Je pense que tout le monde en a dans son armoire à pharmacie. Premier En médicament revanche- vendu en France. En revanche, alors on va parler de paracétamol pour ne pas Allez, faire de pas publicité. de pub. Mais je pense que, si on parle par exemple de Subutex, la question, elle se pose même pas. C'est-à-dire que, et on ne peut pas, le législateur ne va pas différencier en fonction du type de médicament le régime juridique applicable. Donc, il faut aussi avoir à l'esprit, alors le dossier pharmaceutique, l'intention première qui est fort louable, hein, c'est de lutter contre les interactions médicamenteuses, la iatrogénie, etc. Donc, très bien. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi des pratiques. Alors, je parlais de Subutex parce que je pense que c'est un cas les plus classiques, mais où un patient va délibérément choisir d'aller dans des pharmacies différentes. C'est-à-dire que le Doliprane, il va l'acheter en bas de chez lui, mais le Subutex, aller dans une autre officine pour que son pharmacien habituel ne soit pas au courant. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même, et là je reprends ce que je disais tout à l'heure sur la transparence, qui moi me semble être un principe absolument essentiel. Si on veut que tous ces outils fonctionnent et que les patients adhèrent, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe. Il faut qu'on leur dise à quoi ça sert, qui va avoir accès aux données. Et ça, ce sont des obligations qui sont prévues par le RGPD, mais aussi par la loi. Et je pense que ces outils auront du succès quand l'information sera bien faite. Je ne dis pas qu'elle est mal faite, hein, mais je pense que clairement, il y a encore des cas dans lesquels les patients ne comprennent pas très bien ce qui se passe. On est, nous, très souvent interrogés, par exemple, par rapport aux tests génétiques à usage récréatif. Je ne pense pas que les gens soient conscients de ce qu'ils font et des risques quand ils envoient un prélèvement salivaire aux États-Unis ou je ne sais où. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. Et je pense aussi que tous les outils qui pourront être développés et qui intègrent dès le départ tous les principes de privacy, enfin en tout cas ce qui est porté par le RGPD, notamment les aspects d'information, de recueil du consentement, le fait que, par exemple, tout professionnel d'une maison de santé ne puisse pas accéder à l'intégralité de tous les dossiers. C'est logique que le professionnel qui est dans une maison de santé accède au dossier de son patient, mais des gens qu'il ne voit jamais, il n'y a pas de raison qu'ils puissent accéder directement au dossier. Alors, autre question. Alors, juste, je Pardon, finis, excusez-moi. mais je pense que les développeurs qui intégreront ces principes-là dans leurs outils, moi, à mon sens, ils ont une longueur d'avance au niveau, en termes de concurrence, parce que demain, les patients ou les utilisateurs, et même vous, professionnels de santé, c'est des questions qui vont être centrales quand vous allez choisir les outils que vous allez utiliser. Je sais pas, je crois qu'il y a des représentants syndicats de pharmaciens dans la salle. Il y a aujourd'hui au sein de l'officine un réseau qui est très important, qui s'appelle le réseau Pharmastat, qui fédère à peu près 15 000 officines, je crois, en France, et qui permet d'alimenter une société qui s'appelait autrefois MSL, ce qui aujourd'hui s'appelle IQVIA, à travers des données de santé. Toutes ces données-là sont des données de vente de médicaments. À qui est-ce qu'elles appartiennent? Est-ce qu'elles appartiennent aux patients? Est-ce qu'elles appartiennent aux pharmaciens? Et est-ce que le pharmacien, pour alimenter, doit recueillir le consentement du patient? Ou est-ce que c'est un consentement présumé, concrètement? Alors, concrètement, on ne va pas tomber dans le débat juridico-juridique. Non, mais voilà, en tout qu'on cas, sache. pour l'instant, il n'y a pas de propriété. Ce qu'il faut savoir par rapport... Alors, vous évoquez la base d'IQVIA. Il s'agit d'un entrepôt de données, comme l'évoquait M. Lucas tout à l'heure. Cet entrepôt de données, il a été autorisé par la CNIL. Ce qui veut dire que nous, on a vérifié quelles allaient être les finalités des traitements, c'est-à-dire pourquoi l'entrepôt est constitué et à quoi vont servir les données qui sont dedans. On a évalué l'intérêt public parce que pour pouvoir traiter des données de santé, comme entend le faire IQVIA, il faut démontrer que la finalité du traitement, c'est-à-dire pourquoi on traite les données, on répond à un besoin, à une finalité d'intérêt public. Donc ça, c'est absolument essentiel. On a vérifié ce qui allait figurer comme données. On s'est assuré que la base était, en tout cas que les mesures de sécurité qui étaient prévues étaient bien conformes aux exigences du RGPD, de la loi, et que donc théoriquement, il ne doit pas y avoir de fuite de données ou de problématiques de ce point de vue-là. On a vérifié aussi de quelle manière les personnes étaient informées. Et là,
on n'a pas besoin d'un consentement express en l'occurrence, puisque d'abord il y a une information individuelle, normalement qui doit être délivrée au patient. Alors on sait bien, en pratique c'est extrêmement compliqué, c'est là que vous intervenez, puisque vous êtes au contact direct des patients. Théoriquement, ce qui est prévu, c'est un affichage dans les officines, c'est la remise d'une note individuelle, et puis une information sur notamment le site internet d'IQVIA. C'est-à-dire que normalement, l'information est faite correctement. Mais c'est plusieurs étapes. C'est-à-dire que première étape, c'est la constitution de cet entrepôt. Et après, comment l'entrepôt va être réutilisé. Et le principe, normalement, c'est de réutiliser. Alors, le plus souvent, c'est à des fins de recherche. Et nous, ce sur quoi on insiste, c'est que les personnes dont les données figurent dans ces bases puissent être informées de chaque projet qui va être mené sur les données. Ce qui, en soi, est effectivement un peu compliqué, puisque si on dit, par exemple, à IQVIA, à chaque fois que vous faites un projet de recherche, vous envoyez une note d'information individuelle à toutes les personnes qui figurent dans la base, vous vous rendez bien compte de la problématique. Donc, un des éléments sur lequel on insiste, et c'est ce que disait M. Lucas aussi tout à l'heure, c'est sur le principe de pseudonymisation. C'est-à-dire que pour pouvoir utiliser ces données, par exemple à des fins de recherche, on n'a pas besoin de connaître les noms et prénoms des personnes. Donc à partir du moment où IQVIA ne connaît pas l'identité des gens, n'a pas leurs adresses postales, on ne peut pas exiger que IQVIA fasse une information individuelle par courrier, et puis ça n'aurait pas franchement de sens. En revanche, ce qu'on exige, c'est que, comme je le disais, IQVIA informe de manière régulière, via son site ou autre, les personnes qui sont susceptibles d'être concernées, des manières dont elle utilise les données. Les données qu'Antoine Priou va récolter en Haute-Corrèze, donc sur son entrepôt, pareil, il faut que ça fasse l'objet d'une demande chez vous, d'une autorisation de la CNIL ? Non. Je dis non, je suis un peu catégorique. Antoine, c'est cool, c'est bon. Ça dépend de l'utilisation. C'est-à-dire que si les données sont collectées à des fins de prise en charge pour le partage entre professionnels de santé, etc., là, il n'y a absolument aucun besoin de se tourner vers la CNIL pour obtenir une autorisation. En revanche, il y a quand même des obligations au titre du RGPD, de la loi informatique et liberté. Alors, c'est plus des déclarations, puisque maintenant le régime déclaratif a disparu. En revanche, c'est une inscription au registre des traitements, c'est-à-dire que dans la mesure où vous faites des traitements de données à caractère personnel, vous devez avoir ce qu'on appelle un registre, c'est-à-dire une documentation interne dans laquelle vous décrivez le type de traitement de données que vous réalisez. Par exemple, là, en l'occurrence, dans le cadre de la prise en charge des patients, de la délivrance de médicaments, etc., vous utilisez un logiciel. Donc, vous allez décrire dans votre registre. Il y a des modèles sur le site de la CNIL. Il y a un modèle de registre. En gros, la finalité de votre traitement de données, ça va être la prise en charge des patients, la délivrance des produits. Un des outils utilisés, c'est le logiciel. Voilà, donc tout ça, ça doit être bien décrit dans votre registre. Et puis, alors je pense qu'au niveau des officines, vous n'êtes pas concerné par ça, mais par exemple, s'il devait y avoir un logiciel utilisé au sein d'un groupement, et donc là, on serait sur du traitement, moi, à mon sens, à grande échelle, il faudrait réaliser ce qu'on appelle une analyse d'impact en matière de protection des données. C'est-à-dire que c'est à vous, ou en tout cas au responsable du groupement, à celui qui prend la responsabilité juridique de la mise en œuvre du traitement, de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, à quoi sert mon traitement ? Est-ce que j'ai bien prévu une information des personnes ? Est-ce que, en termes de sécurité, ce que je fais convient ? Est-ce qu'il faut que j'ai ou non recours à un hébergeur de données de santé ? Voilà. Et toutes ces questions-là, finalement, c'est plus la CNIL qui vous les pose, c'est à vous de vous les poser. Enfin, à vous... En tout cas, quand vous êtes dans le cadre d'un groupement, une officine individuelle, on n'est pas dans l'obligation de faire une analyse d'impact. Et voilà, parce que donc, c'est vraiment pour les gros traitements. S'il y a un groupement, il faut qu'il y ait un responsable du traitement des données, mais dans chaque officine, c'est pas la peine. Alors si, il y a un responsable de traitement. En revanche, ce qui va varier, c'est les obligations. Et notamment, là je parlais de réaliser une analyse d'impact. Là encore, il y a un outil sur notre site, un logiciel, etc. Mais concrètement, dans une officine ou dans un cabinet de médecin libéral, il n'est pas nécessaire de faire une analyse d'impact. Ça fait d'ailleurs partie des cas pour lesquels il est expressément indiqué que ce n'est pas nécessaire. Voilà, parce que c'est un exercice compliqué quand même. Jacques Lucas, vous vouliez réagir tout de suite et après je donne la parole à Gérard Raymond. Oui, je voulais réagir en disant que, de façon assez simple, ce dont on parle, ou bien la donnée permet d'identifier une personne,
ou bien l'utilisation de la donnée ne permet pas d'identifier une personne. À partir du moment où elle ne permet pas d'identifier une personne, eh bien, on peut traiter des données dans des objectifs de pilotage du système de santé, dans des objectifs de recherche. Ma deuxième observation, c'est qu'on voit bien, avec toute la rigueur que la CNIL applique et qu'il faut évidemment soutenir, qu'on ne peut pas se reposer incessamment les mêmes questions. Il y a le gendarme de l'informatique, si je puis m'exprimer ainsi, qui est un gendarme bienveillant jusqu'à un certain point d'ailleurs, et accompagnant, mais à partir d'un moment, lorsque la CNIL a dit que c'était correct, que c'était bien, on ne va pas se reposer les questions citoyennes afin de savoir si la CNIL, etc. La confiance se créera en ayant confiance dans les autorités régulatrices, dont la CNIL, et également dans le principe de transparence. Si le citoyen est clairement informé de pourquoi on collecte la donnée, à quoi sert la donnée, pour lui-même d'ailleurs, pour la qualité de sa prise en charge, mais également pour la collectivité, je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est lorsque l'on biaise, et actuellement il y a une défiance qui s'installe dans nos sociétés, c'est lorsque l'on biaise que l'on crée à ce moment-là de la défiance. Et certains vont dire, ah ben oui, mais les données, vous comprenez, il y a des hackers, etc. Bien sûr qu'il y aura des hackers. Il faut que des systèmes de protection soient mis en place. Et la principale faille, à ce niveau-là, est une faille humaine. Ce sont des professionnels de santé, des médecins, des pharmaciens ou d'autres, qui ne respectent pas les protocoles de sécurité qui ont été mis en place. Je voudrais souligner qu'on a donc là un système qui est quand même hyper protecteur. Et la France en particulier, au nom des libertés individuelles, pays des libertés, de l'égalité et de la fraternité, il faut qu'elle ressuscite d'ailleurs ces valeurs, nous voulons protéger les libertés individuelles. On voit bien que lorsque vous allez aux États-Unis, la situation est totalement différente. Et alors qu'on met des protections très rigoureuses pour protéger les citoyens en Europe et en France, le même citoyen va aller télécharger des applications sur Apple Store ou Android Market, où tout simplement son consentement, c'est qu'il clique « j'accepte », et où il dissémine dans des espaces non régulés, je suis un peu schématique, mais enfin, où il dissémine dans des espaces non régulés des données qui vont alimenter des bases de données massives et qui vont permettre la construction d'algorithmes par les États-Unis ou par la Chine, pendant que nous, on s'interroge un petit peu, et il y a là un enjeu de souveraineté en matière numérique, qui a été souligné d'ailleurs dans le rapport de Cédric Villani et dans le livre blanc auquel Stéphane faisait allusion tout à l'heure. Il faut donc que la France et l'Europe se mettent également à construire des algorithmes qui vont nourrir l'intelligence artificielle. Quelques mots sur l'intelligence artificielle. Il faut d'abord que les données soient de qualité. Parce que si vous construisez des algorithmes avec des données qui sont complètement nulles et qui sont complètement fausses, vous aurez une intelligence artificielle parfaitement stupide. Donc il faut que les données, ce qu'on appelle les smart data finalement, il faut que la donnée, il faut qu'il y en ait un grand nombre, mais il faut également qu'elle soit de qualité. Et les questions que l'on va se poser, je vais avoir des interrogations éthiques et à vous livrer. Est-ce que l'intelligence artificielle va être une aide à la décision du professionnel de santé, quel qu'il soit, ou est-ce que l'intelligence artificielle va prendre la décision? C'est-à-dire qu'on va être dans un data assisted ou dans un data driven. Et c'est une vraie question qui va se poser en particulier, si des outils d'intelligence artificielle, mon cher Gérard, sont mis à la disposition directe des usagers et des patients sans intermédiation humaine. Directe. Vous remplissez. Alors ça, c'est vraiment la liberté du citoyen. Mais le drame, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiation. Alors vous allez remplir dans une application, vous allez rentrer un certain nombre de paramètres, et vous allez recevoir direct, je caricature là encore, mais pour souligner le trait, que vous avez un cancer du pancréas, mon cher monsieur, que votre médiane de survie est de 18 mois, et que néanmoins, voilà quels sont les médicaments, ou quelles sont les conduites à tenir. J'anticipe là, mais ce sont quand même des vraies questions à se poser. Et est-ce qu'il peut y avoir des interdits public, d'ordre public, pour éventuellement interdire, si c'est un interdit d'ordre public, que les outils d'intelligence artificielle puissent être autonomisés sans intermédiation humaine. Le Conseil national de l'ordre des médecins, le Comité consultatif national d'éthique sur ces sujets-là s'est clairement positionné
en disant qu'il devait toujours y avoir une garantie humaine, c'est-à-dire une intermédiation, ça revient finalement à ça, dans les outils d'intelligence artificielle. Et j'aurais terminé en disant que l'intelligence artificielle va impacter considérablement nos métiers, les métiers médicaux en particulier. On prend l'exemple de l'imagerie et de la radiologie. On voit bien qu'actuellement, il y a des interprétations d'images qui sont effectuées par la machine avec une qualité qui peut même être supérieure à l'individu. Donc les métiers vont être considérablement impactés. Et je pense que le vôtre, que j'apprécie mal, mais peut-être avez-vous une opinion sur ce sujet-là, va l'être également par les moyens d'intelligence artificielle. Gérard Raymond, en préparant cette table ronde, vous m'avez dit, je vais vous laisser répondre, mais vous m'avez dit également qu'à travers les données de santé, les pharmaciens avaient la possibilité de jouer pleinement leur rôle d'éducateur de santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rapport de cause à effet, si j'ose dire? Évidemment, mais on est quand même là au cœur du débat. Et gravir les échelons les uns après les autres. Et donc on a vu que effectivement, le patient ou le citoyen devait donner son autorisation dans le cadre du DP ou autre. Et ensuite, plus on monte dans les datas, effectivement, ce n'est pas au citoyen lambda de donner son accord, mais nous pensons et nous revendiquons que c'est aux associations agréées du système de santé qui doivent être partie prenante dans la gestion de ces plateformes, y compris de la recherche de ces data. Donc on voit bien qu'on est à plusieurs étages. Et vous l'avez dit, la transparence, et Jacques l'a dit, la transparence implique la confiance, bien entendu, et ce n'est qu'avec ces maîtres mots de valeur que nous arriverons à progresser et à construire véritablement un système performant fondé sur la qualité. Pour revenir à votre question, nous pensons que l'étape suivante sera que les acteurs de proximité, particulièrement le pharmacien, mais le médecin généraliste aussi, avec l'ensemble de ces données-là, seront au cœur de la prévention d'un territoire donné. Et que nous pourrons développer des actions de prévention, d'éducation, d'accompagnement des citoyens, pas simplement des patients, mais aussi des citoyens, sur de la prévention à la santé avec un grand S. Donc on voit bien l'utilisation demain, déjà aujourd'hui, de ces observatoires de l'état de santé de nos populations qui doivent redescendre auprès des acteurs de proximité pour pouvoir leur faire jouer ce rôle de santé publique, de faire de la prévention, de l'éducation et de l'accompagnement. Donc de la montée, il faut maintenant déjà penser à la redescente pour pouvoir transformer, comme l'a dit Jacques, nos métiers, les métiers particulièrement de ceux qui sont de premier recours, dans un cadre de santé publique et de prévention de toute une population. Et alors, au sein de France Asso Santé, c'est comme ça que vous envisagez les choses? Concrètement, vous allez traduire comment cette ambition? Vous allez la traduire comment? Je pense que la légitimité des structures associatives se retrouve là-dedans. D'abord, dans la participation au recueil des données, à l'éducation et à l'accompagnement de l'ensemble des citoyens, donc dans cette période ascendante, et dans la période aussi descendante, comment territorialement on s'accapare de l'ensemble de ces données pour mener des actions de prévention, qu'elles soient décidées au niveau national, mais elles se concrétisent au niveau territorial. Et là, effectivement, nous considérons que les structures associatives qui sont des acteurs, la démocratie sanitaire, ce n'est pas un même mot, nous devons aussi participer avec l'ensemble des acteurs à la concrétisation de ces actions de prévention. Et encore une fois de plus, ce que j'ai dit tout à l'heure, faites ça de nous, c'est contre nous, faisons tous ensemble. La transparence, la confiance doit effectivement être les maîtres mots de l'ensemble de nos actions vis-à-vis de l'ensemble des citoyens de notre système. Donc France Asso Santé doit être une partie prenante, que ce soit à tous les échelons, en montant et en descendant. Et particulièrement, pour ce qui me concerne, l'échelon territorial, local, est un échelon extrêmement essentiel. Et d'ailleurs, nous avons fait passer, je prends une petite casquette de la Fédération française des diabétiques, nous avons fait passer un petit amendement dans le cadre de la loi pour dire que les élus locaux avaient aussi leur part dans la prévention et l'éducation à la santé.
Et c'est quand même une petite association qui a fait passer cet amendement-là. Petite, vous avez juste 3 millions de membres, je crois, Gérard. 4. 4, voilà. Hein, c'est tout petit. Antoine Priou, vous avez entendu un certain nombre de choses. Moi, concrètement, comment allez-vous utiliser les données en vie réelle de vos patients, ainsi que le préconise le rapport Polton, d'ailleurs. Voilà. Hein. Alors, rapport Polton, je le rappelle, est un rapport de 2017, référence. Rapport Polton, utilisation des données de vie réelle, un enjeu majeur pour la régulation du système de santé et la qualité. 2 points, l'exemple du médicament. On ne peut pas être plus dans le concret. Moi, je l'ai sous mon oreiller la nuit pour m'en inspirer. C'est pas un gros rapport. Non, alors c'est facile. Les pages 14-18. Voilà. Comme la Grande Guerre. Qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Tout à l'heure, j'étais dans le théorique. Sur le terrain, les outils de production de données, alors il faut se mettre d'accord entre équipes, comment est-ce qu'on code la donnée? Nous, on utilise une classification qui s'appelle la classification internationale des soins primaires, qui tient sur une feuille recto-verso écrite en petite. Mais ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet ensuite d'interroger notre base de données à différentes fins, stratégiques pour piloter notre projet de santé, mais aussi dans un cadre d'auto-évaluation. Et là, on commence à arriver sur le sujet du jour, qui est la qualité. Je peux vous dire combien j'ai de diabétiques sur mon territoire. Combien sont instables, donc présupposés inscrits à un protocole d'éducation thérapeutique. Combien sont agriculteurs pas en bio, donc qui manipulent des produits phytosanitaires et qui ont peut-être un risque un peu plus élevé sur certains cancers. Combien sont en souffrance psychologique, qui auraient besoin d'un groupe de parole, d'entraide entre pairs, etc., pour éviter la prévention du suicide, parce que je sais aussi combien d'entre eux sont chasseurs. Ça s'appelle de la gestion du risque en santé communautaire. Et ça, c'est l'outil stratégique. Et pourquoi nous, les pharmaciens, on va avoir le rôle fondamental dans la construction de ces bases de données pour 2 raisons. 1, on est la seule profession de santé à avoir effectué une révolution numérique massive il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Bon, on s'est un peu fait piller nos données entre-temps, mais on est en train de se rendre compte de l'enjeu. 2, on est les seuls professionnels de santé qui côtoient toutes les tranches de risque, du bébé pas malade à mamie très 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 malade. Donc quand on veut penser la médecine des 4 P demain, préventive, participative, prédictive et personnalisée, faut aussi voir les gens pas malades. Vous en connaissez beaucoup, des médecins qui voient des gens pas malades à longueur de journée. C'est le problème, c'est qu'on a besoin en ce moment d'avoir, sur une ressource qui se raréfie quand même, désolé, on ne peut pas pousser la stratégie du maintien en bonne santé d'un territoire sur ça. Alors voilà, il est là le changement de paradigme. C'est comment est-ce qu'on va utiliser demain le big data en santé produit par des équipes territorialisées pour piloter la stratégie d'un projet de santé sur un territoire donné pour maintenir en bonne santé ce territoire. Alors qu'aujourd'hui, on est encore dans le paradigme, plus les gens sont malades, plus je gagne ma vie. Ah bah oui, bien sûr, mais enfin c'est quand même dommage. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure on parlait d'éco-responsabilité, moi, limiter le gaspillage des médicaments d'un point de vue économique sur le long terme, aucun intérêt. Faire de la prévention d'un point de vue économique sur le long terme, aujourd'hui, aucun intérêt. Voilà. Et si demain, pour des questions de diminution, on va dire, des boîtages et des déchets produits par la pharmacie, imaginez que le paracétamol, au lieu d'être dans des boîtes de 8, où il y a plus de cartons, de peinture et de blisters que de paracétamol, il est dans des conditionnements trimestriels des boîtes de sang hospitalières, l'économie de l'officine s'effondre. L'économie de l'officine s'effondre si demain, on a des conditionnements grand modèle pour le paracétamol. Waouh! Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Moi, franchement, je me pose toutes ces questions depuis une bonne dizaine d'années. Avant d'être installé. Alors, avant de m'installer. Donc, l'idée, c'est comment demain, on va pouvoir arriver, au titre d'une équipe, par exemple, à se faire rémunérer sur des indicateurs d'augmentation, de diminution de prévalence de pathologies chroniques, par exemple. Et pour ça, on a besoin d'un outil de requêtage d'une base de données. Mais ça implique aussi quoi? Ça veut dire que sur un même territoire, les pharmaciens d'une même équipe de soins primaires vont devoir coopérer, créer de l'interdépendance. Parce que ce qu'il y a de marrant avec la donnée de santé, c'est que plus on la partage dans une dynamique de donnant-donnant, plus elle gagne en valeur stratégique pour le bien commun. Si je traduis, la donnée toute seule, elle vaut rien. Son agrégation vaut beaucoup C'est plus. ça. Et son partage, une fois agrégé, C'est vaut ça. énormément. Mais C'est pour attendez, soyons clairs. Quand vous dites vaut,
On ne parle pas d'espèces sonnantes et trébuchantes. On parle de valeurs intellectuelles dans la prise en charge. Traduisons. Mais alors, même sur le plan financier, si je suis capable de te prouver que j'évite plus d'hospitalisation chez moi que chez le voisin, pourquoi est-ce que je ne mériterais pas un peu de rémunération sur le fait d'avoir évité des hospies plutôt que d'être rémunéré sur le paracétamol? D'accord. Donc on s'inscrit dans la rosse. Alors, il y a des modes de rémunération à la performance, mais tout ça, c'est plus complexe. C'est-à-dire que plus on aura une diversité de modes de rémunération, selon moi, moins on évitera les biais de chaque mode de rémunération pris individuellement. Il faudrait un peu d'activité, un peu de capitation, un peu de performance et un peu de forfait. Mais j'y connais pas assez et je ne suis pas, mal quand même. à la négociation avec M. Revel. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça veut dire que les pharmaciens sur un même territoire concerné par une même équipe, demain, plutôt que se tirer la concurrence sur des vitamines fabriquées par Monsanto, alors que notre métier, c'est la base, c'est la biodiversité, ils vont devoir travailler ensemble. Il faut faire de notre ancien concurrent notre plus fidèle allié pour produire de la donnée. Et là, c'est un sacré changement de paradigme, notamment avec la culture qu'on se traîne ces 30 dernières années. Donc, on est quand même face à un mouvement, un moment de bascule, c'est-à-dire que on fait le choix. Mais en même temps, c'est assez drôle parce que j'en reviens à la théorie de l'évolution, la sociobiologie. C'est passionnant. Ce qu'on nous explique dans la sociobiologie, c'est que 30 secondes. L'égoïsme supplante l'altruisme au sein d'un groupe, mais que néanmoins, les groupes altruistes supplantent les groupes égoïstes. C'est ça la vraie loi de la jungle. Le meilleur moyen pour rester vivant dans un écosystème, c'est pas d'être le plus fort, c'est de savoir se rendre indispensable aux yeux des autres. Voilà la vraie règle. Donc si demain on a des pharmacies qui travaillent en coopération territoriale, ce qu'on est en train d'essayer de monter avec notre propre outil, mais on est des explorateurs qui apprennent à marcher. Alors on fait plein d'erreurs, du coup on a besoin de s'inscrire dans une démarche qualité pour rattraper nos erreurs. Et si je me faisais auditer demain, je pense que j'aurais une petite goutte de sueur. Je le dis quand même parce que l'innovation implique de défricher des terrains nouveaux et de faire des erreurs pour pouvoir vite s'y adapter, les corriger. Donc il est là le changement de paradigme. C'est comment demain les pharmaciens vont s'inscrire dans une dynamique d'équipe, supprimer la concurrence à un échelon très territorial et finalement demain se mettre en concurrence avec d'autres territoires sur la qualité de la prise en charge. Bon. Voilà. Il nous reste un petit quart d'heure. Est-ce que vous avez des questions? Non, plus, c'est pas tout de suite, c'est pas fini. Avez-vous des questions? Moi, j'ai une première question pour Antoine. Antoine, tu fais partie d'une maison de santé et tu t'adresses aux personnes qui sont ici présentes et qui ne font pas partie forcément de maisons de santé, pas encore de CPTS. Quelles sont leurs possibilités à elles, pharmacies, qui ne sont pas en mesure d'intégrer des groupes déjà pré-mâchés, je dirais, et déjà pré-convaincus? Je crois beaucoup en la convivialité et l'indice de bonheur partagé, pour citer un des médecins que j'admire beaucoup, Didier Ménard, qui est de la Fédération française des maisons et pôles de santé. C'est-à-dire que la création d'un mouvement sociologique, ça passe par rencontrer ses confrères pharmaciens, rencontrer ses confrères médecins, et voilà, on se programme un petit resto, par exemple, une petite soirée. Créer un collectif, c'est partager des victoires, partager des défaites, partager des bons moments, et ça doit passer par cette notion de convivialité. Aujourd'hui, des maisons de santé, il y en a de plus en plus. Et tout de suite maintenant, il y aurait déjà plus de 1500 pharmaciens en France qui pourraient faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il en reste 20 000. Hein. Il en reste 20 000, mais quand on se pose la question de la théorie de la diffusion de l'innovation de Rogers, il nous dit qu'il y a toujours des innovateurs, des adopteurs précoces, des suiveurs sceptiques et la garde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas diffuser de l'innovation organisationnelle comme les équipes de soins primaires et diffuser des usages liés à des innovations technologiques, comme ça, d'un coup, en un week-end, tout le monde va s'y mettre. Et la ZIP a raison quand elle dit mais l'interopérabilité, c'est faisable, c'est une question d'usage. C'est-à-dire comment les professionnels de santé vont s'approprier des nouveaux usages. Donc là, il faut qu'ils y trouvent un intérêt, améliorer la pratique par exemple. Il faudrait qu'ils y trouvent aussi un intérêt économique. Tiens, je vais produire de la donnée, je sais que ça vaut quelque chose. Pourquoi je n'ai pas encore des modes de rémunération basés sur ma capacité à maintenir en bonne santé un territoire? Franchement, on se pose la question. Je veux dire, il faut une carotte à un moment donné, avant de sortir le bâton. Donc tout ça, c'est effectivement, tout le monde n'a pas la chance d'être sur des territoires où, parce qu'ils ont été dans une contrainte extrêmement forte très tôt,
se sont sentis obligés d'innover, parce que c'est les contraintes qui forgent l'innovation. C'est quand on sort de son canapé assis tranquillement avec un mojito à la main qu'on se pose des questions sur comment est-ce qu'on peut évoluer, s'adapter. Nous, on est dans des contraintes très fortes. Le parc naturel régional du plateau de Millevaches, 12 habitants au kilomètre carré, zone de moyenne montagne, la population la plus vieille du Limousin, elle-même ex-région la plus vieille d'Europe. Bon, je veux dire, nous, les contraintes qu'on a, si on ne s'adapte pas, si on ne prend pas des internes médecins en stage pour venir leur faire goûter le plaisir du territoire et de la médecine libérale diversifiée, ils ne restent pas. On ne peut pas réensemencer l'offre médicale. Donc, les contraintes forgent l'innovation. Mais demain, on est dans le partage de ces innovations-là. C'est-à-dire que... Bien. Antoine, je te coupe parce que s'il y a oui, d'autres questions... c'est indispensable. Mais il le savait qu'il allait être coupé. Hein. Je l'avais prévenu. D'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Ah, pardon. Oui, vous parlez d'interopérabilité. Merci, juste de vous présenter avant. Je suis désolé. Ouais, donc, Sabine Dera, Optifarm. Et donc, vous parlez d'interopérabilité, mais quand on essaie de concevoir des logiciels d'interprofessionnalité, justement, on se heurte à des refus d'interopérabilité de la part des éditeurs de logiciels officinaux. Alors, comment la ZIP, par exemple, ou l'État peut intervenir ou peut faire pression. Pascal Sauvage, c'est pour vous. Antoine, vous avez eu cette expérience, non Attendez, on va peut-être d'abord laisser Pascal Sauvage répondre et après Antoine faire part de son expérience. Pascal, à vous la parole. Comment pouvez-vous faire pression sur les éditeurs de logiciels ? Vous êtes content d'être venu, hein ? Alors effectivement, la question, vous la posez pas tout à fait comme ça, mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est l'opposabilité des référentiels qu'on élabore. Depuis l'origine, en fait, la loi, les textes nous autorisent à rendre opposables nos référentiels d'interopérabilité. C'est pas comme ça qu'on est parti, parce qu'on a privilégié, on atteint un certain palier de maturité aujourd'hui, mais tout ça est quand même assez récent, et on a vraiment privilégié la co-construction depuis l'origine avec l'ensemble des parties prenantes. Donc on n'est pas immédiatement parti sur un principe d'opposabilité dure des référentiels. Aujourd'hui, la question se pose en effet, et elle se pose en fait en venant surtout des industriels, des jeunes entrepreneurs qui, eux, sont demandeurs d'opposabilité, parce que s'ils veulent déployer à grande échelle les services qu'ils proposent, ils ont besoin de cette opposabilité. Donc aujourd'hui, en effet, on est à un moment, il y a une loi, il y a pas mal de débats, il y a une loi en cours de préparation, il y a beaucoup de débats autour de l'opposabilité. Et nous, dans le cadre de la feuille de route du numérique en santé, on va conduire une étude relative à l'opposabilité des référentiels, en particulier des référentiels d'interopérabilité, pour voir en effet comment on met en place de l'opposabilité. Ensuite, l'opposabilité, ça peut recouvrir une palette d'actions. Hein. Il y a l'opposabilité avec sanctions. Il y a le fait de mettre dans les cahiers de décharge un certain nombre d'exigences communes. Voilà. Il y a une gouvernance aussi, l'interopérabilité qui doit être rénovée. Voilà. Donc effectivement, on est à un moment où on sent qu'il faut passer à un stade supérieur d'opposabilité, et on va se pencher sur la question pour voir comment on met tout ça en place. Allez, une dernière question. Non ? Alors moi j'en ai une qui sera conclusive en quelque sorte. En introduction de cette matinée, vous avez entendu Martine Cosset-Dehaut et Laetitia Ible vous présenter la qualité. Donc vous n'êtes pas toutes des spécialistes de la qualité officinale, loin s'en faut. Néanmoins, ce que vous en avez entendu et ce que vous en avez retenu, qu'est-ce que cela vous inspire, ou formulé différemment, en quoi, selon vous, la qualité à l'officine permettrait de mieux collecter, de mieux utiliser les données de santé ? Je m'adresse autant aux techniciennes, pardonnez-moi Pascal, pardonnez-moi Hélène, qu'aux médecins et aux patients. En 2 mots, chacun pour conclure. Sympa comme... hein ? Oui. C'est mieux que le bac. C'est un bel exercice.
Moi, je pense que, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si la qualité, c'est de garantir la transparence, et si la qualité, c'est de respecter les droits des personnes, moi, je me mets dans ma position de protecteur de la vie privée. Et voilà, si la qualité passe par ça, à mon sens, c'est ça qui est important. C'est difficile comme exercice. D'autant plus que la qualité n'a pas forcément la même exception que selon que s'adresse aux médecins ou aux pharmaciens. C'est On ça, est d'accord. C'est-à-dire que le sens peut varier en fonction de l'appréciation de chacun. Pour moi, ce qui est important, c'est ça, c'est la transparence. Et je pense, pour redire ce que je disais tout à l'heure, c'est que si à travers cette qualité, on intègre dès le départ tous les principes de protection de la vie privée, de protection des données, etc., on a un vrai avantage concurrentiel. Et voilà, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. À mon sens, c'est une brique essentielle de la qualité, justement. Pascal ? Alors, je pense que je voudrais reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, notamment par Jacques Lucas. Je pense que si on veut aller vers plus de services rendus, il faut... avant tout, installer la confiance. Voilà. Et tout ce dont on parle aujourd'hui, avec, encore une fois, in fine, la qualité du service rendu, c'est comment on installe la confiance. Voilà. Donc ça passe par une gouvernance, ça passe par des principes partagés. Et je pense qu'en effet, en France, on est très vigilant sur ces principes. Et donc, certes, il faut toujours les réinterroger. Certes, il faut enrichir tout ce qu'on fait, mais il faut aussi... être conscient que cette confiance, il faut la partager pour ensuite développer les usages. Gérard, l'un de vos prédécesseurs, Christian Saout, avait découvert l'intérêt de la qualité lors d'un colloque que j'avais la chance d'animer. Vous la connaissiez bien mieux, mais qu'est-ce que ça vous inspire en termes de protection, collecte, utilisation des données de santé ? La qualité, pas la nécessité de moyens, mais la nécessité de résultats. Et donc, pour évaluer la qualité, il faut faire des évaluations. Et il faut que chaque acteur puisse évaluer son action. Et donc, on voit bien aujourd'hui que l'évaluation de la qualité dans le système de santé passe effectivement par l'évaluation des patients. Et on parle d'expertise patient. Donc voilà pourquoi il faut que tous les acteurs soient véritablement dans une participation à la mise en place du système, à son développement et à son évaluation. Et il n'y a que comme ça que nous ferons véritablement de la qualité. Jacques, la qualité, souvent chez les médecins, est synonyme de recertification. Donc c'est une exception un peu plus large, différente en tout cas. Même question, la qualité à l'officine, ce que vous en avez entendu et compris tout à l'heure. Oui, je crois vraiment que la qualité passe par un travail coopératif. Je crois que vous avez dit qu'il y a une intelligence collective qui est supérieure à l'intelligence individuelle, à condition que ce soit un travail en équipe. Et je pense que ça commence au niveau de la formation. Et avant de parler de la formation continue, du processus de recertification, il ne faut pas former les professionnels de santé en silo, comme ça a quand même été beaucoup le cas actuellement. Et il y aura des coopérations interprofessionnelles qui seront d'autant plus fortes, parce que c'est là que se trouve la qualité pour l'usager, et qu'il y aura eu une formation initiale également en groupe. Cela se heurte bien évidemment à des conservatismes et à des corporatismes. Et les modes de rémunération, vous avez d'ailleurs commencé à esquisser la question, les modes de rémunération conditionnent bien évidemment les organisations. Pourquoi voulez-vous qu'un médecin généraliste de secteur 1, dont la consultation est rémunérée à 25 € ait tendance à déléguer des activités à d'autres professionnels de santé? Bien évidemment, ça peut paraître trivial, mais enfin, c'est comme ça qu'il fait fonctionner la petite entreprise qu'il a. Donc c'est ces interrogations-là. Après, l'Ordre des médecins a effectivement porté le principe d'une certification périodique valorisante, qui n'est pas un examen universitaire, qui est un contrôle par les pairs. Enfin, il faudra voir une auto-évaluation. Et les autres ordres des professions de santé ont dit, ah ben nous aussi, on veut rentrer dans un processus de certification périodique, je dirais même continue, du maintien de la compétence, parce que la qualité passe aussi par là.
Donc je crois que ça s'applique à un pharmacien officinal, puisque là vous êtes des officinaux, si j'ai bien compris, ça s'applique aux médecins et ça s'applique aux autres professionnels de santé. Et ce sont les exercices regroupés, ce sont les exercices partagés, ce sont les exercices collectifs, où aussi il faut créer la confiance, qui créeront la qualité, notamment sur les territoires et en proximité. Ça, on en est tous convaincus. La question maintenant est de savoir qui est le chef. Et je suis très heureux que ce soit vous, finalement, le chef, si je puis dire, dans une organisation. En tout cas, non, oui, mais enfin, je vois bien que le mot chef ne vous convient pas. Mais on voit bien que dans une communauté professionnelle de territoire de santé, il faut qu'il y ait une coordination. Et le corps médical, mais vous le comprendrez, le corps médical dit, on est d'accord, mais nous, on est pharaon au sommet de la pyramide, et après, vous avez des auxiliaires médicaux. Terme qu'il ne faut pas utiliser. Ce sont des professionnels de santé. Et il faut avoir une vision transversale, une vision horizontale, et non pas une vue pyramidale. Mais ça, il faut des années pour changer les mentalités. Et c'est là où il est très important d'avoir une formation initiale qui ne conditionne pas, finalement, les professionnels dans des cases dont ils ne pourraient plus sortir. Antoine, le mot de la fin vous appartient. Vous êtes pharmacien, vous êtes engagé dans la qualité et vous êtes à l'origine d'une structuration des données de santé. Alors le rapport entre les deux et l'utilité de l'un pour l'autre. Alors, la culture de la donnée, la culture de la qualité est inscrite dans le métier de pharmacien. Après, j'ai peu d'expérience. Et on sait que plus on avance en expérience dans les métiers de la santé, plus on gagne en qualité, en expertise. Donc j'ai besoin de m'appuyer sur mes autres confrères de proximité et sur les autres membres de l'équipe pour gagner en compétences. Je m'appuie sur les compétences des autres pour moi-même pouvoir faire du bon boulot. Enfin, j'essaye, du moins. La complexité, c'est qu'aujourd'hui, les maisons de santé ont elles aussi leur démarche qualité, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la matrice de maturité, qui a été travaillée avec la Haute Autorité de Santé et la FFMPS. Cette matrice de maturité a différents volets, dont l'implication des patients, des usagers, comment est-ce qu'on porte le projet de santé, quelle est la dynamique d'équipe, la coordination, et quel est l'usage du système d'information partagée, où on met en avant la production de données structurées par l'équipe pour pouvoir faire de l'auto-évaluation. Donc demain, le pharmacien engagé dans la qualité dans son officine, mais lui aussi engagé dans la qualité au sein de son équipe, parce qu'il produit des données qui vont permettre d'évaluer les prises en charge, ça me semble fondamental. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça nécessite de nouvelles compétences. Et à l'heure actuelle, avec d'autres pharmaciens sur d'autres maisons de santé, on est un petit groupe assez innovant où on est inscrit sur 2 projets de recherche en lien avec l'unité mixte de développement professionnel continu de l'Université de Dijon. On travaille autour du déploiement des cercles de qualité sur le modèle de PharmaSuisse. On travaille en partenariat avec PharmaSuisse. Et on travaille sur une espèce de fiche de poste d'un pharmacien de pratique avancée, pour reprendre le terme qui est utilisé pour les infirmiers, qui demain pourrait être un pharmacien clinicien référent pour l'équipe de soins primaires qui coordonnerait la production de données, serait là en soutien aux officinaux du coin, c'est-à-dire que ce ne sera pas un pharmacien freelance qui serait là pour venir nuire aux officinaux en local. Non, ce sera un pharmacien issu de l'écosystème officinal local qui travaille en coopérative et qui apportera de nouvelles compétences sur la qualité, la production de données au service de l'équipe entière. Donc on essaye de défricher des chemins un petit peu nouveaux, au moins en France, en espérant demain pouvoir tous pousser patients, institutions et professionnels de santé vers un vrai système de santé où on est accessoirement rémunéré pour maintenir en bonne santé un territoire. Merci. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.